Un nouveau jour nous est donné et nous vous retrouverons sur les antennes de Savan TV pour notre mission quotidienne, celle de l'émission Bonjour le Faso. Vous nous suivez dans les 17 régions du Burkina Faso. Nous vous remercions pour cette fidélité grandissante à nos programmes. Deuxième numéro de l'émission Bonjour le Faso et on s'installe pour vous servir convenablement. Au programme, vous aurez d'entrée de jeu une visite, puisque nous avons commencé dès hier à partir dans la région du Nakambé pour voir le Mont Boulgou et la cour royale de Garango. Aujourd'hui sera question également de reprendre les paroles d'un intervenant qui nous parlera de ce site-là. Il s'agira de Serge Somketa Bambara, qui est un guide du Mont Boulgou. Et par la suite, on retrouvera El Hadj Amadé Soro pour la revue de presse sur nos antennes. Aujourd'hui, nous parlerons du RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. Ça sera avec un invité, monsieur, qui sera avec nous, Nestor Lengané, directeur des affaires juridiques du contentieux. Voici donc l'ossature de ce deuxième numéro. Recevez une fois de plus notre bonjour. Vous êtes dans l'émission Bonjour le Faso sur les antennes de Savan TV. C'est parti. Comme annoncé en introduction, direction la région de Nakambé pour visiter le Mont Boulgou et avoir des propos venant de la part d'un monsieur qui s'est consacré à la bonne marche de ce site-là. Il est un guide, le guide du Mont Boulgou. Nous écoutons Serge Somketa Bambara tout de suite et maintenant. Le palais, ça c'est le grand palais royal de Garango. C'est comme il y a eu des successeurs et présentement, Sa Majesté le Nabako, qui est le 9e chef de Garango, et il a pris le règne, ça fait 30 ans cette année. Et nous étronise les autres chefs là, ici, devant cette cour-là, pour qu'eux aussi, vous voyez les chefs qui sont venus, bon, ils sont tous intronisés ici. Le chef même a sous son couple 32 chefs. Ouais, ouais. Ça veut dire 32 villages qui gouvernent. Ouais. Et c'est lui qui est le supérieur, le chef suprême de Bissa. Ce que vous voyez, c'est notre culture. C'est notre culture. C'est pour cela qu'on a pris les cailloux là pour décorer la cour. Voilà. Et l'hangar que vous voyez derrière vous, ça, chaque chef a son bois là-bas. C'est là-bas qu'ils travaillent chaque 21 vendredi, qu'ils viennent causer. S'il y a un problème dans ton village, ça vaut mieux d'exposer ce jour-là. Ils vont voir comment ils vont régler ce problème. Bon, les interdits de ce royaume ne se marient pas entre sœurs et frères. Nous, on ne se marie pas, nous les Bambara. On ne se marie pas entre Lengani et Bambara. On ne se marie pas entre Zaré et Bambara. Parce que nous sommes tous des frères. Sinon, les restes, là, les Nomérés, les Zourés, les quoi là, on se marie. Il y a Bambara, il y a Lengani, il y a Zaré, il y a Zouré, Nomérés, il y a beaucoup. Voilà ce qui fait la fierté du Burkina Faso, sa richesse culturelle et touristique. Et nous suivions à l'instant Serge Somketa Bambara, guide du Mont Boulgou. D'ailleurs, nous vous invitons à y faire le déplacement pour visiter ce patrimoine culturel qui reflète la beauté du Burkina Faso. On va se permettre une petite pause avant de recevoir sur ce plateau notre journaliste maison, Amadé Soro, qui reviewera la revue de presse ici même sur les antennes de Savan TV. La revue de presse avec El Hadj Amadé Adama Soro, les manchettes des quotidiens avec vous. Bonjour Francis, bonjour à toutes et à tous. Et nous commençons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Observateur, l'AES se détache de la haie. Crocodile sacré des Basoulés, le vieux a définitivement quitté la mare. Sitôt 2025, tout est fin prêt pour le 25 septembre prochain. La Lucane des anciennes gloires Traoré Moussa Tasman, attaquant
polyvalent. Rome, un parc en l'honneur de Thomas Sankara. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Sidoya. À la une du quotidien d'État Sidoya, carnet santé, le rhume, le mal guéri spontanément. Transport urbain, bientôt de bus Sotraco dans les artères de la ville de Banfora. Burkina, Guinée équatoriale, de nombreux projets en perspective. Trait de plume, l'espoir d'un nouveau départ. Justice internationale, les pays de l'AES hérités de la CPI avec effet immédiat. 80e AG des Nations Unies, le Premier ministre donne les orientations à la délégation burkinabé. Défense et sécurité, journalistes et leaders communautaires se familiarisent avec le budget. Journée internationale de la paix et de la tolérance, la 5e édition célébrée sous le signe de la parenté à plaisanterie. 15e édition du CITO 2025, plus de 10 000 visiteurs attendus à Ouagadougou. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec l'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso, à la une de l'Express du Faso. FDS, journalistes religieux et coutumiers, comprendre les budgets de la défense et de la sécurité. Bobo-Dioulasso, Zonta Club, 25 bougies et de nouveaux membres. Autant les dire, comment le capitaine Ibrahim Traoré a conquis les cœurs des Burkinabés. Intelligence artificielle, elle peut être un allié sûr pour nos projets de développement. Dr Olivier Lompo, maître de conférence, 75 ans donc du port autonome d'Abidjan. Simasso SA désigné meilleur chargeur des filières industrielles sport. Sierra Leone contre Burkina, ce sera à Monrovia. Les principales recrues étrangères du Faso Foot. À présent, nous avons rendez-vous avec le quotidien, à la une du quotidien 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le président Goïta salue l'engagement et la résilience du peuple malien. 80e Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes ici pour affirmer haut et fort la vision et les choix assumés du Burkina. Transformation anarchique des véhicules routiers, 50 carrossiers formés sur les textes donc régissant leur métier. 5e édition du CITO, le Burkina veut s'imposer comme une destination touristique incontournable. Nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du quotidien Le Pays, 80e AG de l'ONU, le Premier ministre donne des orientations à la délégation burkinabé, Cour pénale internationale. L'AES se retire du statut de Rome. Initiative pour la gouvernance mondiale, une proposition opportune et pertinente. Médard Kienou, professeur de droit public, à propos de la reconnaissance de l'État palestinien, c'est une victoire politique pour la Palestine face à Israël. Solidarité nationale, la Carrefour offre 1198 bourses scolaires à des orphelins, des pensionnés et ceux des FDS. Révélation, microfinance, le ministre des Finances dénonce des pratiques nuisibles. Ouaga, un camion intercepté avec du cyanure dissimulé parmi des produits alimentaires. Merci à vous, El Hadja Amadé Souro. Vous avez parcouru la une des quotidiens en ce jour du 23 septembre 2025. Et à propos, nous allons prendre quelques sujets sur lesquels on va échanger. Ils se donnent ce que disent les Anglais, c'est fait. Finalement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent le navire CPI. El Hadja Amadé Souro. Absolument, Francis. Il faut donc dire que c'était une information qui était partagée dans certains milieux, jusqu'à ce que l'acte formel soit posé hier par les trois pays. Vous savez que c'était un communiqué conjoint qui a été lu par chaque porte-parole du gouvernement des trois pays, comme cela est de coutume. Il faut donc dire que c'était une information, ou du moins un acte attendu depuis un certain temps. Vous savez très bien que lorsqu'on regarde le statut de Rome, qui a institué la Cour pénale internationale, il y a une sorte de deux poids et deux mesures, ce qu'on appelle l'application du droit international à géométrie variable. Il y a des grandes puissances qui ne se sentent pas concernées
par le statut de Rome. Et il y a donc des petits pays, entre guillemets, puisque sur la scène internationale, il n'y a pas de petits pays. La légitimité nationale est égale partout. Même si on est un pays donc, de 18 000 habitants, de quoi remplir à peine le stade municipal de Ouagadougou, c'est un pays qui a, qui a la même légitimité qu'un pays qui a plus d'1 milliard d'habitants. Mais on se rend compte que les grandes puissances utilisent des instruments juridiques internationaux pour régler des comptes avec des pays et qui ne veulent pas s'allier forcément sur leur vue, sur leur manière de voir les choses. C'est en cela qu'on a vu pratiquement, si vous voyez, tous les chefs d'État qui ont eu des difficultés avec la CPI, avec, entre guillemets, la justice internationale, sont des pays qui avaient donc des choix de souveraineté assumés. Prenez par exemple le président, le célèbre donc, pensionnaire de la CPI, et l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Oui. Alors, on a vu qu'après toutes ces années, la CPI donc, n'a pas trouvé de quoi reprocher au président, donc à l'ancien président ivoirien. Et on a vu également quand un dirigeant essaie de s'émanciper, d'avoir une trajectoire autonomiste, une trajectoire souverainiste, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait recours, n'est-ce pas, à cet instrument-là pour torpiller ces pays. Puisque c'est quoi? L'argument qui a milité à la création du statut de Rome, c'est qu'on a des États faillis, entre guillemets, c'est une expression géopolitique, un État failli, c'est un État qui n'arrive pas à subvenir aux besoins essentiels de ces populations, que ce soit en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'infrastructures, mais aussi en termes d'instruments juridiques et judiciaires, pour également traiter des cas donc, judiciaires. C'est pourquoi alors, cette instance-là, cette tribune internationale, ce tribunal international a été donc créé pour effectivement pallier à cette insuffisance au niveau national qu'on observe dans les États. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des pays, soi-disant des grandes puissances, qui ne se reconnaissent pas dans le statut de Rome. Par exemple, les États-Unis ne sont pas membres de la CPI, la Russie n'est pas membre de la CPI, la Chine n'est pas membre de la CPI, Israël n'est pas membre, l'Inde n'est pas membre, et bien d'autres pays encore, ils ne sont pas membres. Et vous allez voir aussi, quand on a suivi effectivement le mandat d'arrêt qui avait été décerné, pour ainsi dire, contre le président russe, Vladimir Poutine, il y a des pays qui ont dit que dès que Vladimir Poutine met le pied dans leur pays, ils vont l'arrêter. Mais au même moment, la CPI a décerné un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien, Netanyahou. Mais on a vu des pays comme la France, qui a dit que même si Netanyahou vient en France, ils ne vont pas l'arrêter. Alors c'est quoi? C'est deux poids, deux mesures. Donc c'est à double vitesse. C'est tout ça qui a donc contribué à laminer, n'est-ce pas, le droit international. Et des pays comme les pays membres de l'AES ne pouvaient pas, et pour être en harmonie avec les choix actuels des trois pays, à savoir donc des choix de souveraineté, d'une véritable indépendance, alors ne pouvait pas donc revoir cet attelage donc qui est mis en place au niveau international pour faire rendre gorge donc à certains pays et donc qui ne veulent pas s'allier sur n'est-ce pas les dictats de l'Occident. Par exemple, vous ne pouvez pas traîner un Américain devant un tribunal étranger. Alors, mais c'est eux qui sont donc les premiers à vouloir désigner d'autres dirigeants comme étant éligibles donc, à être entendus par la CPI. Vous avez certainement suivi cet épisode-là où l'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël par rapport aux atrocités commises sur les populations palestiniennes. Et il faut dire, soit dit en passant, qu'hier il y a eu une rencontre au niveau de l'ONU, une session spéciale qui est consacrée à la reconnaissance officielle de la Palestine comme étant un État, et au niveau donc, du vote là, la plupart donc, des pays présents à l'ONU donc ont voté et que les délégations américaines et Israël se sont donc retirées
Donc, lors de ce vote-là, le projet donc, a été porté conjointement par la France et l'Arabie Saoudite. Et vous avez donc vu que c'était un moment historique, puisque depuis la déclaration de Belfort en 1918, donc, qui voulait donc créer un État, un foyer spécial pour les Juifs, parce qu'il faut le reconnaître, hein, c'est un peuple qui a souffert, notamment des mains des nazis. Et c'était pour donc régler ces problèmes-là qu'on avait donc désigné la Palestine d'alors comme un foyer. Mais l'idée c'était qu'il y ait deux nations, c'est-à-dire une nation juive et une nation arabe palestinienne. Mais finalement, on a vu que pour la question palestinienne, c'est plus de 80 ans, puisque c'est en 1948 que l'État d'Israël a été créé, que finalement donc les pays ont accepté donc de reconnaître l'État de Palestine, même si les États-Unis et certains pays, en Afrique par exemple, sur les 54 pays, il y a 2 pays qui traînent toujours les pieds, notamment le Cameroun et l'Érythrée, qui n'ont pas encore reconnu officiellement l'État de Palestine. C'était la parenthèse pour revenir donc à la CPI pour dire que pour que le droit international soit bien appliqué, il faut que ce soit le même droit qui est pratiqué un peu partout. Alors, Amadé Soro, une petite virgule dans ce premier sujet. Il s'agit bien sûr de répondre à cette question pour certaines personnes. Les pays membres de l'AES sentant venir probablement des sanctions qui seront prises à leur encontre ont précipité en dévançant l'Iguane dans l'eau pour se retirer de la CPI, comme on le dit dans le football, le contre-pied total. Absolument. Et même si c'est le cas, c'est des bonnes guerres, hein, qui va être traîné devant une juridiction internationale, personne ne veut le faire. Mais ce n'est pas ça, en fait, le principal sujet. Le principal sujet est que ceux qui seront peut-être les acteurs d'une telle perspective, et même ils ne sont pas respectueux des droits de l'homme. On a vu le cas d'Israël, on a vu le cas donc d'autres pays encore, où on sent effectivement qu'il y a une violation totale des droits de l'homme, mais les auteurs là ne sont pas inquiétés. Donc même si c'est en prévision de cette perspective, moi je pense que c'est tout à fait raisonnable, parce que les autres pays aussi se protègent. Par exemple, actuellement, il y a des discussions qui sont menées, notamment du côté des États-Unis, pour reprendre, n'est-ce pas, la base militaire donc, de Bagram qui était en Afghanistan, pour pouvoir avoir l'œil sur la Chine et sur les activités qui se mènent donc, sur ce territoire-là. Dire qu'un pays réfléchit à comment protéger ses citoyens, protéger ses dirigeants, moi je pense que c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs même la raison principale de la création des États. On poursuit toujours dans cette lancée, cette fois-ci, direction le pays de l'oncle Sam, où va se tenir la 80e Assemblée générale de l'ONU. Et le Premier ministre Rim Talba prépare sa déclaration du samedi prochain à la tribune de l'ONU. Hier, on en a parlé ici avec El Ismail Arabo. Aujourd'hui, nous voulons avoir votre avis là-dessus. Très bien. Il faut donc dire que depuis sa création en 1945, l'ONU a quand même eu des retombées, hein, pour ainsi dire. C'est-à-dire, c'est une organisation qui a joué un rôle important dans le domaine de la préservation de la paix, même si elle n'a pas, dans tous les cas, connu des succès. Il y a eu également des ratés, notamment la guerre, l'invasion américaine ou britanno-américaine contre l'Irak en 2003, qui était effectivement en totale contradiction avec, bien sûr, les dispositions de l'ONU, puisque seul le Conseil de sécurité peut décider d'une intervention militaire dans un pays, et pas un membre aussi influent soit-il. Il y a également l'autre bémol qu'il faut mettre dans le fonctionnement de l'ONU, c'est les droits de veto qui est détenu par 5 pays membres, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et la France, lequel droit de veto permet à ces pays-là de s'échapper, n'est-ce pas, de la légalité internationale. Si par exemple il y a une résolution
qui ne plaît pas à un de ces 3 pays, à un de ces 5 pays-là, alors on brandit le droit de veto. Pour le Burkina Faso qui participe de façon régulière à cette Assemblée générale des Nations Unies, donc, qui fête ses 80 ans cette année, c'est la voix donc, du Burkina Faso qui sera portée. Vous vous souvenez très bien, en 1984, où le capitaine Thomas Sankara a donc prononcé un discours mémorable qui reste toujours d'actualité. Et d'ailleurs, même, il s'est penché sur la question palestinienne en disant que ce qui est regrettable, c'est qu'Israël en vient à infliger à un autre peuple ce qui fit son propre calvaire hier. Et il a donc demandé à ce que toutes les nations libres du monde puissent se coaliser pour trouver une solution, en tout cas, à la lutte du peuple palestinien. Bref, le Burkina Faso, qui est engagé dans la révolution progressiste et populaire, va certainement expliquer aux yeux du monde, parce que l'ONU c'est la plus importante et la plus prestigieuse tribune du monde pour revenir sur la politique interne, pour revenir sur les grands choix, sur les grandes orientations des pays. Et je pense que ce sera une occasion en or pour le Premier ministre Ibrahim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo d'expliquer l'idéologie, en tout cas, je vais dire, les idées qui fondent notre révolution, mais également les raisons qui ont poussé les 3 pays de l'AES à s'unir pour non seulement défendre les territoires, reconquérir les territoires qui étaient donc occupés par les terroristes, mais aussi dessiner les trajectoires en matière de développement et en matière de diplomatie, pour ne pas reprendre le fameux 3D de l'AES, défense, développement et diplomatie. Donc je pense que ça serait une occasion. C'est pourquoi il y a eu des rencontres préparatoires donc, de l'adresse du Premier ministre à l'ONU. Et je pense que ce sera une adresse qui sera très suivie. Parce qu'aujourd'hui, grâce donc au capitaine Ibrahim Traoré, à son leadership, et grâce également à l'AES, lorsqu'on prononce le nom du Burkina Faso sur la scène internationale, cela suscite beaucoup d'admiration et ceux qui donc voyagent le plus peuvent effectivement le témoigner. C'est une fierté pour tout Burkinabé de savoir que son nom, que le nom de son pays flotte, le drapeau de son pays flotte sur l'échiquier international, et cela aussi peut avoir des répercussions positives, notamment créer un terreau fertile pour l'arrivée d'investisseurs. Et cela va donc contribuer à booster notre économie, mais à travailler également à la gloire du pays des hommes intègres. Monsieur Souron, reste avec vous. Alors, vous avez cité le capitaine Thomas Sankara qui, en 1984, n'a pas caressé la tribune dans le sens du poil. Absolument. Et très récemment, avec le ministre Bassouma Bazié, qui n'a pas été du tout tendre également, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour dire ce qu'il pensait. Alors, pour le cas Ibrahim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, pensez-vous qu'il va être modéré, pondéré, vous qui êtes spécialiste des questions internationales, alors par rapport à son discours? Bon, vous savez qu'en matière de tempérament, je n'ai pas de jugement. Chaque personne a son tempérament. Et le Premier ministre Ibrahim Talba n'a pas le tempérament de Bassouma Bazié. Mais cela ne veut pas dire que les termes, les mots. L'année passée aussi, il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, qui a aussi livré un discours poignant, même s'il a aussi le tempérament qui est le sien. Et la question, ce n'est pas le tempérament, c'est justement la sémantique, la profondeur des mots qui seront donc choisis, et également l'ossature même du discours, comment est-ce que le discours sera articulé et quelles sont les idées forces qui seront donc effectivement mentionnées dans ce discours-là. Et qu'est-ce que nous allons, puisque dans un discours politique, faut créer l'événement dans l'événement. On se souvient de la fameuse expression de Choguel Maïga, être abandonné en plein vol. Voyez-vous, ce sont des... Et on se souvient également de la fameuse phrase du Premier ministre par intérim d'alors, Abdoulaye Maïga, de la parabole donc du 3e mandat, parabole footballistique, etc. Donc, il faut créer un événement dans l'événement. Il faut créer un discours dans un discours. Et je pense que le Premier ministre, qui est un
redoutable communicateur, donc pourrait effectivement trouver les mots à sa manière pour effectivement, en tout cas, porter le message du Burkina Faso à l'endroit des Nations Unies et pas ricochet sur le monde entier, parce que les pays membres de l'ONU, c'est 193 pays qui sont donc membres de l'ONU, et finalement donc c'est une grande tribune pour ces pays-là, et de chacun, même les pays qui sont pas qui n'ont pas de bons rapports avec les Nations Unies, avec les États-Unis, avec certaines grandes puissances comme l'Iran par exemple, la Corée du Nord. Tous ces pays-là ont effectivement voix au chapitre onusien. Et le Premier ministre Erim Talba saura trouver les mots qui décrivent, qui consolent, qui expliquent et qui feront donc la fierté des Burkinabés. Alors pour terminer, un petit mot de culture, ça se passe avec l'édition 2025 du CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, qui ouvre ses portes ce 25 septembre 2025. Et là, Jamadi Soro, juste axer mon intervention sur la régularité de cette édition-là, de ces éditions-là, et également le caractère résilient du peuple burkinabé. Vous savez très bien que le secteur du tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par le terrorisme. Et si malgré cela, on continue donc d'organiser ce genre donc, de salons avec les autres, Tour du Faso, Siao, FESPACO, l'Association de la culture, etc. Ça montre que le peuple burkinabé est un peuple résilient, que malgré les difficultés, alors ce sont donc des moments pour le pays, donc de dire que nous tenons bon, et malgré aussi une certaine presse hostile, donc une certaine presse hostile au Burkina. Les peintres du Nouveau Monde. Absolument. Qui peintent tout en rouge. En rouge, etc. Pour dire que voilà, c'est des zones fortement déconseillées, même si eux-mêmes, ils négocient pour revenir. On a compris le manège. C'est pour donc dire que, en réalité, les choix qui a consisté à poursuivre l'ensemble de ces festivités, de ces manifestations à caractère continental, à caractère international, est un gage que le Burkina Faso tient debout et que c'est un pays résilient, que malgré la difficulté, nous allons triompher de ce terrorisme et que le pays va retrouver sa paix d'antan et tracer sa trajectoire pour son développement. Résilience, le mot qu'on peut retenir avec El Hadja Amadi Adamasoro, et c'est tout pour la revue de presse. Lui qui est journaliste à Savane Média, spécialiste également des questions internationales et expert en géopolitique. D'ailleurs, sa formation commence le 25 septembre en géopolitique pour avoir de plus amples bases fondamentales sur la question, vous permettre également 27. de comprendre le 27, comprendre l'évolution du monde. On reste toujours ensemble pour la suite de cette émission. Nous allons suivre la météo des affaires avant de revenir pour l'entretien, l'invité du jour. On suit ensemble. Après cette respiration qui nous a permis de prendre un petit bol d'air, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso, cette fois-ci avec la rubrique invité du jour. Il est bel et bien là, Monsieur Nestor Lengani, inspecteur du travail, par ailleurs directeur des affaires juridiques et du contentieux. Nous parlons aujourd'hui du RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. Avec lui, il sera question d'en savoir plus et les conditions d'adhésion, pratiquement l'évolution dans ce régime d'assurance maladie universelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Bien, et vous? Très bien. Okay. Le RAMU, régime d'assurance maladie universelle, Monsieur Lengani, avec vous, on veut en savoir plus. Okay. Qu'est-ce qu'on entend parler par RAMU, le contenu équitable? Merci beaucoup pour l'invitation. Et vous nous donnez une opportunité de parler du régime d'assurance maladie universelle. Et le régime d'assurance maladie universelle, c'est d'abord un dispositif qui permet d'assurer une protection financière en cas de maladie ou de maternité. Mais quand on dit régime, c'est pour parler de l'ensemble des règles qui régissent ce dispositif-là. Et autrement, le régime d'assurance maladie universelle est une politique publique de l'État qui permet d'assurer un accès équitable aux soins de santé à toutes les populations qui vivent au Burkina Faso,
Et cela pour éviter que chacun de nous ne bascule dans la pauvreté du fait de la maladie. Et c'est un régime qui tire son fondement notamment de notre constitution afin que le gouvernement puisse garantir à chaque Burkinabé et à toute personne vivant au Burkina Faso des soins de santé de qualité et à moindre coût. Régime d'assurance maladie universelle, la chose qui permet d'assurer une protection financière en cas de maladie. Et ça concerne également la maternité. À propos, qui est précisément concerné par le RAMU? Pour ce qui concerne les personnes qui peuvent être concernées par le RAMU, il faut dire d'abord que de façon générale, et comme je viens de le dire, le RAMU concerne toute personne vivant au Burkina Faso. Il ne concerne pas seulement les Burkinabés, toute personne qui réside au Burkina Faso. De façon claire, quand vous êtes assuré au régime d'assurance maladie universelle, vos personnes à charge, notamment si vous êtes femme ou homme, et votre conjoint ou votre conjointe qui n'a pas de revenus, est prise en charge du fait de votre cotisation et votre immatriculation à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Il en va de même aussi pour vos enfants à charge. Et les enfants à charge, c'est les enfants de moins de 21 ans qui vivent avec vous. Et ces enfants sont pris en charge sans que vous n'ayez à débourser davantage des ressources pour votre cotisation. Si l'enfant poursuit les études au secondaire, l'enfant sera à votre charge jusqu'à 26 ans. Et comme le RAMU aussi, c'est le social, si malheureusement l'enfant est victime d'un handicap qui l'empêche de mener une activité lucrative, et l'enfant sera à votre charge à vie. Et cela veut dire en clair que votre seule cotisation permettra de prendre en charge tous ces enfants, de prendre en charge éventuellement vos conjoints si ces personnes ne remplissent pas les conditions pour pouvoir cotiser au titre du régime d'assurance maladie universelle. Nous avançons dans l'entretien avec vous, Monsieur Nestor Lengani. Il faut le rappeler, vous êtes inspecteur du travail, également directeur des affaires juridiques et du contentieux. Nous parlons des prestations. On a parlé de maladies et autres, et on sait souvent, avec la maladie, soit on fait un traitement médico-légal ou légaux, ou d'ailleurs on procède à des implants ou des prothèses. Alors, est-ce que ce régime d'assurance maladie universelle couvre tous ces aspects-là, encore mieux éclatés? On veut en savoir plus. Ok, merci beaucoup. Et ça nous donne l'opportunité, comme je l'avais dit, de dire davantage sur le régime d'assurance maladie universelle. Parce que quand on dit régime d'assurance maladie universelle, la première des choses que nous voulons savoir, c'est qu'est-ce qui est pris en charge. Et dans qu'est-ce qui est pris en charge, il faut dire que le RAMU prend en charge d'abord les consultations généralistes, les consultations de médecins généralistes, de chirurgiens dentistes et aussi les produits de santé, notamment les médicaments, les implants, les dispositifs. Si vous faites un accident et qu'on doit placer des dispositifs, c'est pris en charge. Également, nous avons aussi des examens de biologie médicale. Tous les examens que nous aurons à mener pour pouvoir permettre aux médecins ou aux praticiens et soignants de pouvoir bien asseoir le diagnostic sont prises en charge. Les questions d'imagerie. Donc, quand vous êtes à l'hôpital et qu'on vous demande de faire une radiologie ou de faire des scanners, c'est pris en charge. Également, si on fait le diagnostic et que vous avez besoin de prendre des médicaments pour pouvoir guérir, et tout ça, c'est pris en charge. Que ce soit les médicaments génériques sur lesquels nous mettons l'accent, mais les médicaments aussi de spécialité sont pris en compte si votre pathologie requiert la prise des médicaments de spécialité parce qu'il n'y a pas de générique. L'autre aspect aussi qui est très important à souligner, le régime d'assurance maladie universelle concerne aussi bien les prestataires de soins du privé que du public qui vont du niveau CSPS jusqu'au niveau CHU. Voilà, donc c'est ce qui est important à souligner. Et dans le sens aussi de prendre en compte la médecine traditionnelle, dans le panel de soins, il est prévu que la médecine traditionnelle agréée puisse être prise en charge dans le cadre du régime d'assurance maladie universelle. Voilà qui est bien dit, des prises en charge bien planifiées, partant de l'imagerie, la radiologie, le scanner et des médicaments génériques ou en spécialité. Et les examens également, ça prend en charge tous ces aspects. On va parler des conditions. Dans quelles conditions on peut bénéficier de ces prestations? Faut-il écrire des demandes? Faut-il prendre attache avec le RAMU pour en savoir plus? Expliquez-nous. Ok. Pour pouvoir bénéficier du RAMU, la première étape, c'est l'immatriculation. Il faut s'immatriculer auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle.
Et pour s'immatriculer, il faut avoir un extrait de naissance, il faut avoir une CNIB et tous ces documents qu'on exige pour l'immatriculation. Nous ne demandons pas les versions originales, nous demandons seulement les copies simples. Et si vous avez des enfants ou d'autres personnes à charge, notamment vos conjoints ou conjointes qui ne remplisseraient pas les conditions, vous avez besoin de ces documents aussi. Également, si vous êtes marié, il faut l'acte de mariage. Heureusement, avec l'adoption de la nouvelle loi, ça nous met à l'aise parce que parfois, quand on dit il faut être marié, on nous pose la question de savoir, mais au milieu rural où les gens ne vont pas auprès du maire pour se faire établir l'acte de mariage, et les mariages coutumiers, les mariages religieux, est-ce que c'est reconnu? Dieu merci, avec la nouvelle loi sur le CPR, le Code des personnes de la famille, ces mariages sont reconnus. Donc, ça permet aux assurés qui vont vraiment s'immatriculer de pouvoir se faire prendre en charge en tant qu'époux ou épouse, et s'ils ne remplissent pas les conditions pour pouvoir payer les cotisations et rattacher ainsi à l'assuré cotisant. Donc également, pour pouvoir s'immatriculer, il faut se rendre dans les sites qui sont affectés aussi à cet effet. Et l'un des sites permanents, c'est d'abord le siège de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle qui est à Ouaga 2000 sur le boulevard Mohamed Kadhafi, en face du fonds routier, fonds spécial routier. Également, nous avons un autre site à Limé-Baoguin, et là, on peut aussi aller se faire immatriculer. Nous avons des sites aussi à Saba, à Basenko, ainsi de suite. Dans les régions, les directions régionales du travail et de la protection sociale sont les sites à partir duquel nous déployons aussi le dispositif d'immatriculation. Donc, dans les différentes régions, on peut aller se faire immatriculer auprès des sites qui sont au niveau des directions régionales du travail et de la protection sociale. Alors, Monsieur Lengane, on va rester là-dessus par rapport à cette immatriculation. Est-ce l'employé ou l'employeur qui doit couvrir certains frais? Parce que quand on parle d'assurance également, ça sous-entend des moyens plus ou moins conséquents. Et effectivement, quand on parle d'immatriculation, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est concernant les travailleurs salariés ou les agents publics de l'État. Quand vous êtes travailleur, c'est votre employeur qui prend les démarches pour que vous puissiez vous faire immatriculer. Parce qu'il faut d'abord que votre structure, qui est votre employeur, puisse être affiliée. Et si la structure est affiliée, vous pouvez vous faire immatriculer. Également, si toutes ces formalités sont remplies, pour les cotisations, l'employeur va cotiser la moitié de ce que vous allez payer. Et actuellement, le taux de cotisation pour les travailleurs, c'est 5% et qui est réparti à hauteur de 2,5% pour le travailleur et 2,5% pour l'employeur. Je dirais que d'abord, pour cette première catégorie, c'est déjà une bonne chose parce que en dehors du RAMU, vous êtes seul à faire face à votre soin de santé. Mais avec le RAMU, pour l'employeur intervient pour prendre en charge la moitié de votre cotisation. Et ça, je dirais que c'est inédit et c'est aussi à l'actif aussi de la responsabilité des employeurs qui ont accepté vraiment et accompagner aussi leurs travailleurs. Pour la deuxième catégorie, c'est des personnes qui ne sont pas dans une relation salariale ou qui ne sont pas des employés. Voilà, pour ces catégories de personnes-là, ils sont responsables de leur immatriculation. Vous pouvez être acteur de l'économie informelle, vous travaillez. Si vous travaillez dans l'économie informelle, vous devez aller vers la caisse d'assurance maladie universelle auprès des différents sites d'immatriculation pour vous faire immatriculer et payer les cotisations. Et pour cette catégorie d'acteurs de l'économie informelle et du monde rural, ça fait 4 000 francs par mois. C'est un forfait de 4 000 francs par mois et qui prend en charge vous, aux personnes à charge. Également, nous avons une autre catégorie, les travailleurs indépendants du secteur formel, notamment les consultants, les huissiers de justice, les avocats qui sont vraiment autonomes, qui sont des travailleurs indépendants du secteur formel. Pour cette catégorie, c'est un salaire, une cotisation forfaitaire aussi, mais là, c'est 15 000 francs par mois et qui permet aussi de les prendre en charge, eux et puis les membres de leur famille. Et c'est eux qui sont responsables de leur immatriculation. C'est eux qui doivent aller vers la Caisse nationale d'assurance maladie universelle pour se faire immatriculer. Alors, nous sommes dans un contexte, selon le commun des mortels, un contexte qui n'est pas du tout facile. On dit que c'est un peu dur partout. Et voilà, quand on parle du RAMU, pensez-vous que c'est opportun? 4 000 francs, on pourra dire, c'est relatif, discutable. Pensez-vous que ça vient après nommer?
Je conviens avec vous que la situation n'est pas fameuse. Et il y a la crise sécuritaire qui est là. On aime parler de vie chère que tout le monde en constate sur le terrain. C'est vrai que quand il y a cette situation qui existe sur le terrain, on se pose la question, est-ce que c'est véritablement le moment d'amener encore une autre situation, un autre dispositif où on va cotiser pour pouvoir se faire prendre en charge? Je suis d'accord, c'est pas facile. Mais ne dit-on pas que quand la pluie nous bat aussi, il faut quelqu'un pour nous aider avec un parapluie? L'assurance maladie universelle, c'est un régime de sécurité sociale. Et quand on dit sécurité sociale, l'âme de la sécurité sociale, c'est la solidarité. C'est la solidarité et c'est la mutualisation. Et quand nous sommes vulnérables, plusieurs types de vulnérabilité financière, économique, sociale, même psychologique, mais on a besoin de mettre ensemble nos moyens pour nous prendre en charge, pour être vraiment plus fort face à la raison de la vulnérabilité. Et c'est à ce titre que le RAMU permet de mutualiser les forces pour pouvoir faire face aux risques financiers en cas de maladie. Et en d'autres termes, je dirais que parce qu'il y a cette situation de vie chère, parce qu'il y a cette situation de crise sécuritaire, parce qu'il y a cette situation de vulnérabilité tous azimuts, qu'on a besoin véritablement d'une assurance maladie universelle pour pouvoir faire face à la situation. L'assurance maladie universelle vient comme la réponse en réalité à cette situation, parce que ça permet d'abord de renforcer la solidarité aussi entre nous, et ça permet aussi de ne pas être seul face à la maladie. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur l'importance de l'assurance maladie universelle déjà, dans cette situation de vie chère ou de crise sécuritaire. Et voilà tout un chapelet d'avantages du RAMU, le régime d'assurance maladie universelle qui a été égrené ici par M. Nestor Lengané, inspecteur du travail et également directeur des affaires juridiques et du contentieux. On voit que la mise en œuvre du RAMU ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ça a été fait sur la base d'un processus. À l'heure actuelle, faisons un petit état des lieux sur cette mise en œuvre-là. L'assurance maladie universelle, c'est une longue histoire au Burkina. Parce que l'assurance maladie universelle, comme certains le savent, c'est depuis 2008 qu'on a commencé à réfléchir sur le régime d'assurance maladie universelle. Mais avant ça, il y avait des acteurs qui avaient déjà, au niveau du privé, qui commençaient déjà à réfléchir sur comment mettre en place un régime d'assurance maladie universelle, notamment des acteurs du commerce à travers leurs conventions collectives, qui avaient déjà, depuis 1982, inscrit dans leur convention collective et mettre à la disposition de leurs travailleurs un dispositif de couverture en attendant la mise en place d'un régime général d'assurance maladie universelle. Mais quand nous avons commencé à réfléchir, il a fallu attendre 2015 pour que le CNT, le Conseil national de la transition, puisse adopter la loi sur le régime d'assurance maladie universelle le 5 septembre 2015. Après l'adoption de cette loi, il a fallu attendre 2018 pour que la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, qui est l'organisme de gestion, puisse être créée. Donc, et après, il n'y a rien eu, c'est des actions pour pouvoir réfléchir sur les textes d'application de cette loi. Il a fallu attendre encore 2023-2024 pour que les 6 décrets prioritaires, notamment le décret sur la cotisation et le décret sur le panier de soins, puissent être adoptés. Et si ces décrets sont adoptés, il faut aller maintenant à l'opérationnel. Du point de vue opérationnel, plusieurs choses aussi ont été faites. D'abord, les outils de gestion. Il y a au moins 7 modèles types de conventions ont été élaborés et adoptés. Et ces conventions vont régir les relations entre la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et les prestataires de soins de santé publics ou privés. Ensuite, nous avons conçu et développé le système intégré de gestion du RAMU, un système d'information qui a été développé par les informaticiens du Burkina Faso. Donc, ce système-là permet actuellement de faire les immatriculations et actuellement, nous sommes à plus de 400 000 personnes qui sont enregistrées dans notre base de données, dont plus de 250 000 personnes dont l'immatriculation est complète, je dirais. Donc, les enregistrés, ça veut dire tous les agents publics, par exemple, sont dans la base de données, mais il manque les photos, par exemple, pour compléter leur processus d'immatriculation. Donc, actuellement, ceux dont les immatriculations sont complètes, c'est plus de 250 000 personnes. Voilà, qui a commencé au dernier trimestre de l'année 2024 et qui se poursuit toujours. Donc, après cela, nous avons aussi pu développer beaucoup d'autres outils, notamment les outils d'immatriculation,
les feuilles de soins pour pouvoir prendre en charge les acteurs, effectivement, quand ils vont aller dans leur centre de santé. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'outils qui sont aussi élaborés et qui ont permis de commencer l'assurance maladie universelle et dont l'importance n'est plus à démontrer. Je l'ai dit tout à l'heure, l'assurance maladie, c'est la réponse à la vulnérabilité, c'est la réponse à la crise. Également, l'assurance maladie universelle aussi permet de débarrasser l'individu de la peur, du fardeau de la dépense de santé. Quand vous n'avez rien à côté et qu'il y a la maladie, vous avez peur d'aller dans un centre de santé. Mais avec l'assurance maladie universelle, je peux prendre une image simple pour illustrer cela. Si j'ai 10 poulets et que je tombe malade, je n'ai rien à me prendre en charge, je peux prendre les 10 poulets pour me prendre en charge. Mais avec l'assurance maladie universelle, où la prise en charge, c'est à hauteur de 70% et vous ne payez que 30%, ça veut dire qu'au lieu de vendre les 10 poulets, je ne vendrai que 3 poulets et les 7 poulets vont rester. Donc, c'est une image pour illustrer cela, pour dire que face à la maladie, à l'assurance maladie, on n'est plus seul. Voilà. Et on a d'abord l'État qui est là pour les personnes indigentes. Nous avons aussi les autres Burkinabés qui sont là pour nous aider à nous prendre en charge et ça renforce véritablement cette cohésion sociale tant recherchée, surtout dans ce contexte de crise. L'assurance maladie universelle, une réponse à la vulnérabilité. Alors, Monsieur Lengané, une question également pour en savoir plus. Y a-t-il des stratégies de prise de contact avec les différents services ou les acteurs du secteur informel pour mieux faire passer le message côté sensibilisation, bien sûr? Nous sommes sur une tribune dans laquelle on peut parler de l'assurance maladie universelle, mais nombreuses sont ces personnes également qui sont toujours dans l'ignorance entre griffes. Côté information, ils ne savent pas qu'il existe une telle initiative. Ok. Et il faut dire que nous avons déjà eu des contacts avec plusieurs structures, plusieurs entités. Et vous parlez de l'économie informelle. Le Conseil national de l'économie informelle travaille avec nous déjà pour pouvoir faire immatriculer ses membres. Nous avons aussi plusieurs autres les services, que ce soit les services du public ou du privé. Pour le public, c'est relativement plus facile. Maintenant, pour les acteurs du privé, il y a aussi plusieurs acteurs du privé qui ont commencé leur immatriculation. Donc, nous continuons les communications, les sensibilisations. Et cette tribune, comme je l'ai dit, c'est vraiment à saluer. C'est la preuve que nous ne sommes pas seuls pour pouvoir mettre en œuvre l'assurance maladie universelle. Et il faut une synergie d'action. Et quand on dit synergie d'action, tous les acteurs qui interviennent dans la communication, tous les acteurs qui comprennent mieux le système doivent quand même jouer leur part pour pouvoir atteindre le Burkinabé, même dans les villages un peu loin de Ouagadougou. Donc nous continuons parce que nous avons un plan de marketing social qui permet aussi de communiquer. Il y a un réseau aussi des journalistes et communicateurs qui sont dans le domaine de la protection sociale. Donc aussi nous passons par ce canal pour pouvoir aussi atteindre les cibles. Il y a les directions régionales du travail de la protection sociale, il y a les directions régionales de la fonction publique qui sont les deux directions régionales du ministère en charge de la protection sociale, donc qui interviennent aussi sur le terrain pour pouvoir permettre aux acteurs de bien comprendre le message du RAMU pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont communs. Alors peut-on dire, sans risque de se tromper, que le RAMU est présentement pratiquement dans les 17 régions du Burkina Faso, ou bien c'est de façon progressive que vous vous installez? Bon, je dirais pour l'instant les 13 régions, parce que quand on a commencé le déploiement, il n'y avait pas les 17 régions, mais dans tous les cas, les 17 étant dans les 13, voilà. Donc, dans les 13 régions, les immatriculations ont été faites. Maintenant, il reste le déploiement qui est progressif dans les provinces. Voilà. Sinon, dans les 13 régions, je peux vous assurer qu'on a pu faire les immatriculations dans les 13 régions. Et c'est progressif. Voilà, donc on avance doucement, mais sûrement, pour pouvoir atteindre tout le monde. Ok, dans notre entretien, vous avez fait cas de certaines sommes, 4 000 francs et 15 000 francs. Souvent, pour ces cas de figure-là, les gens font une étude pour voir dans quelles circonstances on peut alléger la charge des immatriculés ou des adhérents. Voilà, le cas des zones urbaines, on peut dire, telle somme. Et le cas des zones périurbaines ou carrément dans les campagnes, on essaie de limiter la paye là. Est-ce qu'à votre niveau, tout est statique ou bien on étudie au cas par cas? Et pour l'instant, je ne dirais pas que tout est statique parce que une politique publique, c'est pour vraiment prendre en compte les besoins de la population. Donc, les choses sont dynamiques.
Et nous avons fait une étude actuariale qui a permis quand même de baliser le terrain pour pouvoir proposer les différents taux et forfaits. Et également, comme c'est une progressivité, donc au fur et à mesure qu'on avance, on réfléchit, on essaie de trouver d'autres sources de financement pour pouvoir alléger les populations. Quand nous prenons le cas du secteur informel et du secteur formel, des acteurs de l'économie informelle, il faut dire que on réfléchit toujours pour pouvoir faire une catégorisation des acteurs. Mais il faut quand même commencer. Et au fur et à mesure, à l'épreuve du terrain, on va mieux apprécier la situation pour pouvoir trouver la meilleure réponse à la situation. Mais il faut aussi relever qu'il y a des cibles où l'État s'engage déjà à payer leurs cotisations, les personnes indigentes. À ce niveau, c'est l'État qui paie leurs cotisations et c'est ça qui renforce la cohésion, la solidarité, parce que ces personnes sauront qu'il y a quand même un État qui travaille pour eux. Également, nous avons certaines cibles aussi. Et c'est vrai qu'il y a un décret qui doit être pris et ce décret va essayer de définir les cibles pour lesquelles l'État pourrait encore payer tout ou partie des cotisations. Donc là, ce n'est pas encore défini, mais c'est progressif. Au fur et à mesure qu'on va avancer, les choses vont bien se présenter et on va mieux apporter la réponse. Alors, une petite question également d'avoir une bonne compréhension de la chose. On prend un exemple, Monsieur X, qui décide de se faire immatriculer, il commence à faire ses cotisations pendant 3 mensualités ou 5 mensualités et par ironie du sort, il tombe malade. Il se trouve que des frais s'imposent à lui par rapport aux médicaments et j'en passe. Un exemple, 50 000 francs, alors que sa cotisation ne vaut pas 50 000 francs. Du coup, le RAMU prend en charge les 70%, bien que sa cotisation n'a pas encore atteint cette somme-là. Explication. Ok. Et il faut dire que le RAMU, comme je l'ai dit, c'est une mutualisation. Et ça permet de prendre en charge ceux qui en ont besoin. Et ce qu'on appelle, il y a un autre principe, le principe de l'équité. On ne prend en charge que ceux qui sont dans le besoin et sans limitation de montant. Si vous cotisez 20 000 et que vous tombez malade, vous remplissez les conditions, puisque après avoir cotisé, il faut 3 mois pour bénéficier des prestations. Si vous tombez malade, même si votre facture c'est 1 million, la caisse est obligée de payer les 70% de 1 million. Même si ça dépasse 1 million, la caisse est obligée de payer 70% de ce montant. Même si vous tombez malade une deuxième fois au cours de l'année, la caisse est obligée de payer cela. Et il en va de même pour les enfants. Il n'y a pas de limitation également des enfants en charge. Il n'y a pas de limitation aussi pour les, je dirais, des conjoints voilà, qui sont des conjointes à charge. Donc, pour dire que l'assurance maladie, c'est véritablement la solidarité. On ne te prend pas en charge parce que ta cotisation atteint le montant de la facture. Si c'était ça, on n'allait pas, mettre en place un tel dispositif. Parce qu'on met ensemble pour que quand quelqu'un en a le besoin, qu'on puisse voilà, lui venir en aide. C'est comme une sorte de tontine, mais voilà, pour que les gens puissent me comprendre, entre griffes, pour pouvoir prendre en charge. Il faut cette explication également pour mieux comprendre une sorte de tontine médicinale ou de prise en charge, mais ça fait du bien à ces personnes qui adhèrent pendant que ces personnes sont en bonne santé. Leur cotisation profite aux autres personnes qui sont dans des situations sanitaires délétères et ça c'est encore mieux pour la compréhension. Nous sommes toujours avec l'invité du jour dans l'émission cadeau de l'émission Bonjour le Faso. Voilà, monsieur Nestor Lenganen. Vous êtes inspecteur du travail, également directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Pour terminer, on va parler en termes de perspective. Au vu de ce que vous avez dit tout au long de votre échange, nous voyons très clairement que les choses doivent être faites pour pouvoir bouger les lignes et ça ne manque pas avec le RAMU, n'est-ce pas? Ok, effectivement. Et en termes de perspective, ce que je voudrais préciser, c'est d'abord que nous avons la chance d'avoir une volonté politique qui est très affirmée, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de notre ministère, le ministère de la fonction publique, du travail, de la protection sociale. Il y a une volonté politique bien affirmée d'accompagner le processus de véritablement commencer le régime d'assurance maladie universelle. Et c'est à ce titre que je peux dire déjà que la prochaine étape, c'est les collectes des cotisations. Parce que quand on dit l'assurance maladie universelle, quand même, il faut cotiser pour pouvoir bénéficier des prestations. Et nous allons, au cours de l'année 2024, et 2025 plutôt, commencer la collecte des cotisations pour ce qui est des agents publics
et les techniciens sont prêts pour que les cotisations puissent commencer. Également pour les autres acteurs, nous allons définir le format de la progressivité pour que les Burkinabés puissent comprendre et l'autorité va communiquer incessamment sur ces actions-là. Nous continuons aussi les communications pour pouvoir expliquer le RAMU, l'importance du RAMU pour que les conditions de prise en charge, pour que les gens aussi comprennent. L'autre aspect en termes de perspective, c'est le conventionnement. Nous nous préparons pour pouvoir signer des conventions avec les structures de soins, qu'elles soient privées ou publiques, voilà, pour que les bénéficiaires puissent aller se soigner quand ils en auront besoin. Donc voici quelques perspectives que je peux déjà annoncer. Et également, je peux aussi confirmer que les immatriculations se font pratiquement tous les jours, du lundi au samedi. Et actuellement, les sites sont disponibles. Pour ceux qui veulent, ils peuvent aller se faire immatriculer sur les sites que j'avais précédemment cités. Donc, on peut continuer à se faire immatriculer dans les régions, dans les directions régionales du travail de la protection sociale. On peut aller se faire immatriculer là-bas. Donc, voilà un peu, quelques perspectives que j'annonce pour la suite. Merci. Pour vous immatriculer, vous pouvez tout simplement partir à l'immeuble Bangoguin ou soit à Sambou ou encore à Basseko. C'est bien cela. Voilà, ou aussi au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle pour ce qui est de Ouaga et dans les régions, la direction régionale du travail de la protection sociale, l'inspection du travail. Ok. Alors, une géolocalisation de ce service-là, ça se trouve où précisément à Ouagadougou? À Ouagadougou, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle se trouve à Ouaga 2000 sur le boulevard Mohamed Kadhafi, en face du fonds spécial routier, même alignement que la CIL, en allant vers le monument des martyrs. Ok. Alors, on peut laisser d'ailleurs un contact si toutefois ça ne dérange pas. Ouais, si... c'est vrai que je ne suis pas venu avec le contact du service, mais je peux déjà donner mon propre contact. On pourrait orienter les acteurs. C'est le 78 22 35 35. Le 78 22 35 35. Ou le 71 33 32 87. Deux numéros utiles sur lesquels vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations quant au régime d'assurance maladie universelle, 78 22 35 35 ou encore le 71 33 32 87. Point final pour l'entretien avec l'invité du jour. Un rappel, il était avec nous, il est toujours d'ailleurs sur le plateau, pour me répéter, Monsieur Nestor Lengané, inspecteur du travail, directeur des affaires juridiques et du contentieux. Nous vous remercions pour votre présence sur les antennes de 7 TV. Le message est passé et on va inviter tout le monde à s'inscrire, à s'immatriculer parce que ça fait utile. Réponse à la vulnérabilité, c'est le régime d'assurance maladie universelle. Entraînons-nous dans cette cohésion, la conjugaison des efforts et nous pouvons faire bouger les lignes. On reste ensemble pour la suite de cette émission. On va repartir pour suivre une fois de plus ce témoignage de ce monsieur qui a fait de ce mot-là, le mot boulgou, une passion. C'est un guide. Il s'appelle Serge Somketa Bambara. Il va nous parler du mont Boulgou. À propos, monsieur Lengané est là. Le Boulgou, ça vous dit quelque chose, hein? Le Boulgou, c'est dans mon village. Donc, c'est véritablement la colline fétiche pour tous ceux qui sont dans la localité. Donc, pour la province, c'est quand même une référence. Okay. C'est un site touristique. Comme quoi, quand les grandes âmes se rencontrent, ça donne ça. Un ressortissant de cette zone, le Nakambe, et également le Boulgou. On va dire bonjour à toutes les grandes familles Lengané, Lengani, les Bambara et j'en passe. Suivons ce témoignage. Le palais, ça c'est le grand palais royal de Garango. C'est comme il y a eu des successeurs et présentement, Sa Majesté le Nabako, qui est le 9e chef de Garango. Et il a pris le règne, ça fait 30 ans cette année. Et nous étronise les autres chefs là, ici, devant cette cour-là, pour qu'eux aussi, vous voyez les chefs qui sont venus, bon, sont tous intronisés ici. Le chef même a sous son couple 32 chefs. Ouais.
Ça veut dire 32 villages qui gouvernent. Oui. Et c'est lui qui est le supérieur, le chef suprême de Bissa. Ce que vous voyez, c'est notre culture. C'est notre culture. C'est pour cela qu'on a pris les cailloux là pour décorer la cour. Voilà. Et l'hangar que vous voyez derrière vous, ça, chaque chef a son bois là-bas. C'est là-bas qu'ils travaillent chaque 21 vendredi, qu'ils viennent causer. S'il y a un problème dans ton village, ça vaut mieux d'exposer ce jour-là. Ils vont voir comment ils vont régler ce problème. Bon, les interdits de ce royaume, on ne se marie pas entre sœurs et frères. Nous, on ne se marie pas, nous les Bambara. On ne se marie pas entre Lengani et Bambara. On ne se marie pas entre Zaré et Bambara. Parce que nous sommes tous des frères. Sinon, les restes, là, les Nomérés, les Zourés, les quoi là, on se marie. Il y a Bambara, il y a Lengani, il y a Zaré, il y a Zouré, Nomérés, il y a beaucoup. C'est à l'instant les témoignages de Serge Somketa Bambara, guide du Mont Boulgou. Point final pour Bonjour le Faso de ce jour 23 septembre de l'an de grâce 2025. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe technique. On vous retrouve demain, Dieu voulant, pour le troisième acte de cette émission matinale qui fait la fierté du Burkina Faso. Bonjour le Faso, bien le bonjour, bonne suite de programme à toutes et à tous. Restez avec nous sur les antennes de Savane TV. Shalom.